Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À partir du 8 novembre, les banques et certaines entreprises vont modifier leurs horaires en raison des problèmes d'approvisionnement en carburant. Pas moins de 9 camions-citernes ont été détournés au cours de cette semaine par le gang de Grand Ravine qui exige des sommes exorbitantes. Le fils du président Jovenel Moïse, Joverlin Moïse, s'est dit confiant en la justice haïtienne en ce qui a trait à l'enquête sur la mort de son père. Martissan est devenu le quartier de tous les dangers. Les bandits ont une fois de plus fait régner la terreur jeudi dans le principal axe routier de ce quartier. Ils avaient installé des points de contrôle sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines pour rançonner passants et automobilistes. Plusieurs personnes ont été blessées dans des fusillades. Un chauffeur de transport de produits pétroliers a été enlevé et 4 camions détournés au cours de la seule journée du 4 novembre. Au total, ce sont 9 camions qui ont été détournés au cours de cette semaine par le gang de Grand Ravine qui exige des montants exorbitants pour la libération des otages. La terreur qui règne à Martissan fait fuir les résidents de Carrefour. Nombre d'entre eux refusent de risquer leur vie sur cette frontière mortelle. Entre-temps, des tirs d'armes lourdes sont entendus depuis 5 jours dans le quartier de Grand Ravine. Il s'agit probablement, vraisemblablement, d'affrontements entre gangs, mais aucune information n'est disponible. Le fils du président Jovenel Moïse, Joverlin Moïse, exprime sa confiance envers la justice haïtienne en ce qui concerne l'enquête sur la mort de son père. Affirmant n'avoir aucune ambition politique personnelle, il se dit prêt à tous les sacrifices pour aller au bout de sa quête de justice et de vérité. Il a déploré l'échec de toutes les institutions chargées d'empêcher l'assassinat de son père. M'espérer que la machine judiciaire haïtienne n'a pas mesure justement pour faire lumière sur toute question. Moi, mon objectif, personnellement, moi, à chercher justice, à chercher vérité. Okay? Et c'est tout ça qui est intéressant. Toute lumière doit être faite sous dossier. C'est objectif. Et aucun déni judiciaire non plus, ne va pas accepter. Il n'y a aucune parodie, pour mon fait blague, aucune parodie judiciaire, ne va pas accepter non plus ensemble avec le conseil d'avocats. Et pour l'instant, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien, mais il faut face à la responsabilité. Donc c'est à eux-mêmes qui prennent la responsabilité pour faire le travail. Et nous-mêmes, nous vraiment, on nous dit que nous vraiment prêtons attention à l'évolution et situation en Haïti, surtout cambriolage, bureau, juge de l'instruction, attaque tout. Plus 2 attaques à l'intérieur d'une semaine sous machine juge d'instruction. Donc, nous vraiment faisons attention à l'extérieur pour nous être capables d'étudier les moyens, pour étudier les moyens que nous avons et justement modifier la stratégie. Mais pour l'instant, nous avons autant pour faire travailler. On espère qu'il y a de bonne volonté et que vous pouvez nous. Peu importe. Difficultés politiques, économiques, judiciaires, que le pays a fait face ensemble avec eux. 5 ans qui sont passés, 30 ans qui sont passés. Pas rien qui justifie que des gens armés entrent dans la chambre et un président élu démocratiquement pour assassiner. Donc, il faut vraiment que nous restions concentrés sur la question même de l'assassinat. Est-ce que on va dire que parce que papa pas vraiment concentré sur le renforcement du système judiciaire, ça veut dire qu'il n'a pas mérité justice parce qu'il a assassiné dans la carrière. Je crois pas que c'est là nous. Je crois que nous vraiment voulons que la machine judiciaire, le peu qui reste, mettez ensemble justement pour voir si on a un résultat qui est capable de bailler sur ce dossier-là.
Mais une chose est sûre, on a parlé d'un crime dans le niveau international, Jean-François Dizil. On a parlé d'un crime contre l'humanité. Écoute, moi, surpris dans le sens que je ne pas attendre que nous ayons un bon côté nous qui était arrivé dans une bassesse. Je sais pas, dans le niveau, ça, pas attendre que le monde arrive là, mais est-ce que c'est un individu que vous prenez ou bien vous accusez aussi même qui est pour être directement avec sa patiente? Là, comme par contre, c'est justement ça que manquait de justice, manquait de vérité. Mais là encore, c'est une question de logique. Si vous rentrez en dedans résidence privée, papa, le président de la République est pour tuer dans l'État que nous, mais je pense que les téléspectateurs gagnent nous qui tombés sur photo, nous voyons dans qui état que vous êtes après. Donc, sûrement, il y a des gens très proches, on nous dit qu'il y a des gens de l'interne qui soit aidés ou qui complice dans cette passé. Mais on a quitté place à la justice pour faire travailler. On nous dit inquiétude que nous avons par rapport à l'attaque qui a faite sous juge d'instruction et peut-être l'autre bagarre qui a fait que nous ne sommes pas même au courant. Donc, si c'est pour inquiet, oui, nous sommes très inquiets. Nous espérons que la situation a prémédié et on nous dit les membres de la justice qui travaillent sur le dossier ont réussi à joindre une certaine paix d'esprit pour travailler correctement. Mais même après nous-mêmes, j'aime te répondre tout à l'heure, jusqu'à présent, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais ça n'a pas empêché que nous gardions stratégie nous pour nous essayer notre bagaille que nous avons fait. Donc, moi-même, j'ai été très ouvert on va dire, à conseil que l'avocat mieux a besoin par rapport à la stratégie que nous n'avons pas adoptée dans la semaine qui a fini. L'Association professionnelle des banques, APB, annonce qu'à partir du 8 novembre, les banques n'ouvriront plus que le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 du matin à 2h de l'après-midi en raison des problèmes d'approvisionnement en produits pétroliers. Cette mesure prendra fin lorsqu'un retour à la normale sera observé. En ce qui concerne les services en ligne, ils continueront de fonctionner tant que les liaisons Internet seront disponibles, précise l'APB. De nombreuses entreprises haïtiennes ont déjà pris des mesures similaires en raison des mêmes difficultés. C'est déjà le cas de Cassami, Maison Andal, Caille du Puy, Éco-Dépôt, etc. Suite à cette crise énergétique, des emplois sont menacés. La vie nationale est bouleversée, les activités culturelles ont diminué considérablement à l'approche des fêtes de fin d'année. Le climat sécuritaire se détériore alors que les autorités étatiques semblent avoir perdu tout contrôle sur la situation et malgré les annonces, les cas de kidnapping continuent. Qui a le contrôle de la cité? Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Dans un avis, la Unibank informe sa clientèle qu'en raison du problème de carburant qui perdure, ses succursales fonctionneront à des heures réduites, soit ce vendredi de 8h30 à 2h de l'après-midi et le samedi 6 novembre jusqu'à 1h p.m. Du côté de la Sogebank, une fermeture totale est prévue ce samedi 6 novembre. Le son de cloche n'est pas différent en ce qui concerne plusieurs entreprises de la place qui sont également affectées. Éco-Dépôt travaille désormais et jusqu'à nouvel ordre 3 jours par semaine dès ce lundi 8 novembre. Caille du Puy SA, de son côté, lit-on toujours dans un autre avis, réduit ses heures de fonctionnement. Bioti Haïti, pour sa part, ferme certaines de ses boutiques qui se trouvent à Frères, à Turgeau et à Delma entre vendredi et samedi. Cassami, qui dessert la communauté haïtienne depuis des lustres, porte à la connaissance de tous qu'elle adopte aussi un nouvel horaire d'ouverture. La maison Andal fait aussi partie de la liste, tout comme Inoto SA. Toutefois, la crise du carburant est-elle la seule raison qui pousse les entrepreneurs à fermer les portes de leur compagnie, tenant compte des 2 correspondances qu'ils ont adressées au Premier ministre Ariel Henry et qui sont restées jusqu'à présent sans effet? Plus de 5 mois depuis que la pénurie de carburant bouleverse la vie nationale et voilà, au final, dans quelle impasse se trouve le pays. Difficile de mettre un chiffre sur le nombre d'emplois qui sont menacés en raison de cette situation. Si les heures de fonctionnement sont réduites, cette décision n'aura-t-elle pas de fâcheuses conséquences sur la rentabilité des entreprises?
Les salaires des employés ne risquent-ils pas d'être revus à la baisse à un moment où le dollar continue de grimper et que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge? Qui plus est, la solution à ce problème de carburant semble ne pas être pour bientôt. Pas plus tard que le week-end écoulé, 4 chauffeurs ont été enlevés à Martissan et un autre assassiné. Des dispositions ont été prises pour citer le Premier ministre Ariel Henry en vue de sécuriser les camions-citernes, alors qu'en réalité, la zone est toujours livrée à elle-même. Qu'il s'agisse de Vareux ou des autres terminaux, la situation n'a pas évolué, du moins la sécurité n'est pas permanente. D'autre part, les groupes armés ne montrent aucun état d'âme. Ils n'accordent même pas une chance aux personnes malades de traverser Martissan pour aller se faire soigner. Pas de passage pour le carburant, pas de passage non plus pour les malades. Les bandes armées sont aux commandes et la réalité est telle qu'elle. Depuis le mois de juin, l'entrée sud de la capitale est paralysée et il est clair que les autorités ont perdu tout contrôle ou qu'elles n'ont pas la volonté de changer la donne, diraient certains, d'où l'insécurité qui bat son plein. Il y a environ une semaine de cela, à Delma et à Pétionville, des individus circulant à bord de motocyclettes ont dépossédé des campistes. Des coups de feu ont même été entendus selon des riverains. 4 mois après l'assassinat du président de la République, le pays va de mal en pis. Chaque zone a son commandant, des citoyens meurent quasiment tous les jours. Pas une semaine ne passe sans que soient recensés au moins 2 cas de kidnapping et adieu les loisirs selon les constats. À moins de 2 mois des fêtes de fin d'année, même les bals sont rares. Des artistes haïtiens fuient leur propre territoire pour aller jouer en terre étrangère et les promoteurs poussent des cris d'alarme. Nul besoin d'aller faire des recherches pour en trouver la raison, il s'agit de l'insécurité. Le pays est à présent dans ce contexte où même le Premier ministre Ariel Henry, dans son adresse à la nation qui remonte à 8 jours, soit vendredi dernier, dit constater, tout comme les simples citoyens. Les plus hautes autorités de l'État constatent, des paisibles citoyens constatent également, alors là n'est une question, qui a la volonté de mettre fin au constat et de refaire l'image du pays? Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le comité de coordination et de suivi de la pétition des organisations de la société civile et des partis politiques désigne le maire Wilson Jeudi comme président provisoire de la République d'Haïti pour combler le vide présidentiel. En réaction, le maire de la commune de Delma a fait remarquer qu'il n'a pas encore officiellement accepté cette demande. Toutefois, il promet d'apporter une réponse d'ici une semaine. Nous comprenons bien nos moments difficiles et nous avons cherché un monde en plein midi, nous connaissons que c'est extrêmement difficile pour nous trouver un monde. Nous pouvons comprendre que mon flash qui fait à ma personne, vu la réalisation qui fait au niveau de la commune de Delma. Après tant d'années, nous faisons cette période, nous faisons un peu des amis, nous faisons un peu d'ennemis. Parfois, il y a des gens qui veulent qu'il y ait un bon statu quo, toujours c'est moi et rien pour les autres. Et nous connaissons à partir de là, une fois qu'il y a un résultat, il y a toujours des problèmes. Nous comprenons toute organisation qui écrit nous. Nous étant d'écrit nous, nous étant des réels à travers tout le pays, qui a demandé pour que nous puissions assurer une transition dans une période extrêmement difficile. Période extrêmement difficile parce que nous avons un pays qui vit à l'extrême. Je dis, vu la situation, vu que nous avons une équipe qui travaille, des collaborateurs qui travaillent avec nous, qui sont toujours là. Et en 2010, nous avons porté un candidat déjà. C'est pas de volonté seigneur. Nous avons été dans la commune, nous avons continué à travailler. Mais quand il y a aussi que le peuple a demandé, on bagaille pour que moi assume une lourde responsabilité, surtout avec la période ça. Je suis toujours capable de demander toute organisation, toute structure organisée pour accorder mon délai. Un délai au moins d'une semaine pour être capable de gagner la réponse qu'il faut dans le jour à venir.
Moi, je dis la presse, moi, je dis organisation, un peu de patience. Vous aurez ma réponse bientôt au moins dans une semaine. Le chargé d'affaires des États-Unis, M. Kenneth Merton, avait invité la presse à l'ambassade des États-Unis aujourd'hui pour sa première prise de contact depuis son retour en Haïti. Parmi les journalistes invités se trouvait notre reporter Jean-Jules Desaugustes. Il est avec nous ce soir sur le plateau pour nous dire comment ça s'est passé avec M. Merton et qu'est-ce qui a été dit. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes. Bonsoir Serge Clan, bonsoir à tous et à toutes. Un plaisir d'être là. Donc, voilà. Donc c'était cet après-midi, à 1h de l'après-midi, à l'ambassade des États-Unis même. Oui, et le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, donc notamment à l'ambassade américaine, Kenneth Merton, a tenu à rencontrer des journalistes pour partager d'abord sa compréhension des choses, mais partager sa mission, son calendrier, ce qu'il est venu faire en Haïti. C'est d'abord venir rencontrer les leaders sociopolitiques du pays pour s'enquérir, s'informer de la réalité sociopolitique d'Haïti et s'il le faut faire un rapport à Washington, donc à la Maison-Blanche, qui certainement prendra une décision sur le cas d'Haïti. Haïti fait face à une crise multiforme, donc crise sécuritaire, crise politique, crise économique, donc surtout avec la rareté du carburant qui est la goutte d'eau qui risque de renverser le vase aujourd'hui. Il dit être conscient de cette situation aussi. D'ailleurs, il a déjà rencontré le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, et des membres de la société civile, notamment des membres de la Commission nationale pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise, qui est derrière, cette commission-là qui est derrière l'accord de Montana, l'accord du 30 août tout simplement, pour discuter, voir ce qui est possible pour que les acteurs puissent se mettre ensemble. D'ailleurs, il l'a dit, ce qu'il a compris de la crise actuelle, c'est qu'il y a tellement d'acteurs sur le terrain qui sont conscients, qui ont trop de patriotisme peut-être, et qui, chaque acteur souhaiterait apporter sa pierre dans la construction d'une autre Haïti, d'une nouvelle Haïti, si on peut le comprendre comme ça. Donc, il faut que ces acteurs-là trouvent un accord inclusif, un accord global sur leur désaccord, sur la crise, pour pouvoir rétablir la paix, la sécurité, la stabilité et pour l'organisation des élections dans le pays. Et lorsque le moment est opportun, dans les meilleurs délais, comme il l'a dit lors de son intervention. Bon, finalement, rien de nouveau. Oui, rien de nouveau, mais peut-être une nouvelle tête, une nouvelle personnalité, Kenneth Merton, chargé d'affaires à l'ambassade américaine. Il connaît bien le pays, il a été ambassadeur, il a même déjà joué un rôle important dans la vie politique haïtienne. Absolument. Et il a passé en revue les différents points, si vous voulez, et comme l'enlèvement des 17 missionnaires, dont 16 ressortissants américains. Il en a parlé aussi. Qu'est-ce qu'il en a dit? Et presque la même chose. Les États-Unis souhaitent que les Américains soient libérés, donc sains et saufs s'il le faut, parce que le bien-être des citoyens américains est important pour les États-Unis. Donc c'est pourquoi ils ne souhaitent pas dire trop de choses pour ne pas fragiliser leur vie entre les mains des bandits et du gang de Samaroso. Donc en gros, c'est un Kenneth Merton pétri de la situation, mais qui croit aussi en résumé que c'est aux Haïtiens de résoudre les problèmes haïtiens, c'est au leadership haïtien de prendre, si vous voulez, donc son engagement aux acteurs haïtiens de se mettre ensemble pour résoudre le problème haïtien et en apportant des appuis s'il le faut, grâce à la coopération haïtiano-américaine, donc la police et peut-être aux autres structures. Mais peu importe ce qui arrive, c'est une crise haïtienne. Il ne veut pas faire d'ingérence, ou les États-Unis ne souhaitent pas faire d'ingérence dans les affaires haïtiennes. Il faut que les Haïtiens se mettent d'accord, se mettent ensemble, s'unissent, se réunissent pour résoudre les problèmes haïtiens. Donc c'est aux leaders haïtiens de passer à l'action. Oui, c'est ce que les Américains répètent depuis le début. C'est une autre manière de dire ne vous attendez pas à ce qu'on envoie des Marines pour régler vos problèmes pour vous. On est prêt à vous accompagner, on est prêt à vous aider, mais on ne va pas faire le travail à votre place. Et c'est presque ce qu'il a dit à travers
propos, son intervention au cours de cette rencontre donc, organisée avec des membres de la presse aujourd'hui, c'est qu'il rappelle que les États-Unis ont toujours été aux côtés d'Haïti depuis, si vous voulez, des lustres, on peut le dire comme ça, en matière sécuritaire, en matière politique, en matière démocratique aussi, donc en matière d'état du droit. Donc les États-Unis ont toujours été présents, donc les États-Unis ne vont pas abandonner Haïti. Pour reprendre les propos de M. Kenneth Martin, diplomate et chargé d'affaires à l'ambassade américaine, fraîchement arrivé dans le pays. Donc lui, il croit que les États-Unis seront toujours présents malgré l'accompagnement que son pays apportera, mais c'est aux Haïtiens de résoudre le problème ou la crise. Très bien, merci Jean-Jules, merci de ce compte-rendu. Bon, ok, d'accord. Merci. J'espère que le message sera reçu par nos hommes politiques et qu'ils suivront le conseil de M. Merten. Asseyez-vous autour d'une même table et trouvez un consensus. C'est ce qu'il a dit en résumé. Bien sûr. OK. Merci Jean-Jules. À bientôt. À bientôt, Serge. Merci. Voilà, c'était Jean-Jules Desaugustes qui nous rapportait un petit peu les propos du chargé d'affaires américain Kenneth Merten. Une autre fois, aujourd'hui, nous allons aborder la question de la crypto-monnaie. Nous l'avons fait il y a quelque temps déjà, mais apparemment les choses sont en train d'évoluer très vite dans ce domaine, avec en particulier l'intérêt que cette crypto-monnaie, le Bitcoin, pour appeler celui qui est le plus célèbre, l'intérêt que cette crypto-monnaie commence à susciter auprès des grandes banques centrales de ce monde. Pour en parler, comme d'habitude, nous avons avec nous sur le plateau notre ami William Savary, économiste et fondateur et président du Haitian Stock Exchange. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Et bienvenue après quelque temps d'absence. Vous aviez dû vous absenter pour affaires. C'est très bien. Alors, donc, revenons à cette fameuse crypto-monnaie, monnaie virtuelle. Comme on le disait, je ne peux pas mettre la main à la poche et sortir une poignée de bitcoins. Ouais. Ça reste une monnaie virtuelle, totalement virtuelle, mais les choses bougent, les choses sont en train de changer. D'abord, la valeur des bitcoins ne cesse pas de monter. Bon, il y a deux choses qu'il faut au prime abord que l'on devrait dire. La première chose, la valeur de Bitcoin, c'est la valeur de la crypto-monnaie, a connu une des hausses faramineuses pendant les 6 derniers mois. Okay? Maintenant, il y a, et cette hausse, on peut l'attribuer à deux choses fondamentales. La première, c'est que la spéculation qui se fait sur le marché, en vertu de ce qu'on appelle de greater fools, la personne qui pense que s'ils achètent maintenant, il va trouver quelqu'un d'autre à acheter de lui à un prix beaucoup plus élevé. Ouais. Donc ça, c'est la spéculation. Ouais. Il y a d'autres aussi, il y a l'anticipation de l'implication des banques centrales dans les règlements, c'est ça? La réglementation, des transactions qui se font à partir de la crypto-monnaie. Donc il y a ces deux éléments qui vont de pair et qui donnent des résultats qui permettent à ce que beaucoup plus de gens soient attirés vers la crypto-monnaie et spéculer sur la crypto-monnaie. Oui, parce que je crois qu'une des choses qui ralentissent cette progression pourtant extraordinaire des bitcoins dans le monde, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de transactions de la vie courante qui peuvent se faire avec des bitcoins. Jusqu'à maintenant, vous me disiez que certaines grandes compagnies de cartes de crédit sont en train de travailler à offrir la possibilité de sortir sa carte de crédit et de payer en bitcoin, de payer en dollars ou en euros ou n'importe quoi. Bon, il y a quatre grandes entités qui sont impliquées dans cette démarche. Premièrement, il y a Mastercard, il y a Visa, il y a PayPal. Mastercard et Visa, c'est 95% du marché, non? Oui, ce sont des entreprises qui sont dans le business de clearing, de settlement, le règlement de transactions. Okay. Donc, on se sert de sa carte, on achète une paire de chaussures et là, le marchand
vous fait payer à partir de votre carte, le marchand envoie à une maison centrale qui fait le settlement. Exactement. Maintenant, ces entreprises sont aujourd'hui en train d'explorer comment permettre à ce que les gens qui sont détenteurs de Bitcoin puissent entreprendre des transactions et que ces transactions soient réglées à travers leur infrastructure. C'est ça qui sont les transactions de la vie courante. Vous parlez d'acheter une chaussure ou d'aller au market et de payer. Mais il faut se rendre compte que pour payer avec des bitcoins, d'abord il y a ce qu'on appelle le portefeuille électronique. Les bitcoins, ce sont des algorithmes qui sont alloués à un portefeuille électronique. Et à partir de ce portefeuille électronique, on peut sign, octroyer, attribuer et au marchand qui sert d'intermédiaire entre vous et le produit. Okay? Et ce marchand, lui, pour qu'il puisse accepter votre monnaie électronique, doit lui aussi avoir un portefeuille électronique. Ainsi, ça se fait de transfert électronique à un autre transfert électronique. Et le marchand qui vous vend la marchandise voit son compte électronique crédité du montant égal au montant que vous auriez payé. Comme c'est avec la gourde ou le dollar. Mais c'est électronique. Maintenant, il y a une autre entreprise qui a vu le jour dans l'année, il y a 1 à 2 ans, qui s'appelle Coinbase. Coinbase. Maintenant, je n'ai pas dit coin. Coinbase. Maintenant, Coinbase, c'est une entreprise qui a constitué ce qu'on appelle un ETF. Un ETF, en anglais, ça veut dire Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund, c'est une agglomération de diverses monnaies électroniques qui sur le même umbrella et qui te permet de transacter, d'acheter, de spéculer sur le marché de la crypto-monnaie. Et maintenant, à travers Coinbase, il y a des efforts qui sont en cours pour établir ce qu'on appelle le modus operandi de règlement des transactions. Et aussi, ils ont soumis leur application au devant des autorités monétaires pour émettre des crédits, une carte de crédit pour permettre aux gens de faire des prêts à partir de leur compte Bitcoin, de leur compte crypto-monnaie. Maintenant, incidemment, il faut dire que Coinbase, c'est une entreprise qui est cotée à la bourse. Donc, ce qui veut dire, vous avez, d'un côté, il y a en plus d'être coté à la bourse, et aujourd'hui, la première fois, il y a une fois que nous avions intervenu, et j'ai eu à dire cette fois-là, que la Coinbase se négociait à peu près entre 100 et 150 $, je ne m'en souviens plus du montant, mais aujourd'hui, ça se négocie à 330 $, sur moins qu'une année. Bon, alors là, William, d'accord. Donc, il y a tous ces efforts-là qui se font pour vraiment légitimer l'usage de la crypto-monnaie. Question de béotien, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Pour moi, cette crypto-monnaie reste encore quelque chose de très nébuleux. Je n'arrive pas encore à vraiment mettre la patte dessus. Mais une question qui me vient à l'esprit à l'instant. Le cours de Bitcoin, qui, comme on vient de le dire, n'a pas cessé de progresser, mais à grande vitesse. Comment est-ce qu'on va arriver à établir, au moment d'une transaction, au moment où je donne ma carte de crédit, à quel niveau se situe ce Bitcoin? Est-ce qu'il vaut 3 500 $? Est-ce qu'il vaut 3 800? Est-ce qu'il vaut 5 000? Et comment ajuster maintenant pour le supermarket? Est-ce qu'un jour, un supermarket va pouvoir afficher les prix en Bitcoin? Oui, ça se fait déjà. Afficher les prix en Bitcoin? Ça se fait déjà. Mais ça varie à longueur de journée? Non, il faut... je peux prendre un exemple, par exemple, les contrats monétaires, pour illustrer le point. Par exemple, si on prend un contrat de yen, le dollar yen, le yen, aujourd'hui, ça se négocie à 110 yens pour $1. Mais un contrat de yen, c'est 125 000 yens de monnaie japonaise, qui représente un contrat. Maintenant, et la monnaie se négocie sur des fractions. Comme la gourde, c'est 100 pennies pour $1. Oui. Maintenant, mais on peut négocier une transaction qui peut utiliser 10 pennies.
4 pennies. 8 pennies. Donc, parce que la monnaie est fractionnelle, c'est ce qu'on appellerait la monnaie scripturale, c'est fractionnel, ce sont les fractions de la monnaie qu'on s'en serve. C'est la même chose pour le Bitcoin, ce sont des fractions du Bitcoin qui vont être utilisées, par exemple, dans les transactions. Parce qu'un Bitcoin, aujourd'hui, se négocie à $60 000. Mais à l'intérieur de ces $60 000, il y a diverses fractions. Donc, on prend une fraction qui peut avoir une valeur de $1 000. Qui représenterait à peu près 1/10 d'un Bitcoin. Donc, c'est ainsi que ces transactions-là vont se faire. Est-ce que c'est comparable avec quand l'inflation part en folie? Je pense à ce qui s'est passé au Venezuela, où entre le moment où la personne rentre dans le magasin où elle va acheter et le moment où elle en sort, l'inflation est passée de 800% à 1200%. Bon, maintenant pour l'inflation, on en a parlé plusieurs reprises où on a indiqué qu'au niveau de l'inflation, c'est ce qui est généralement admis, c'est une quantité déraisonnable de la masse monétaire comparativement aux biens qui ont été produits pour la société. Oui. Mais il y a à l'intérieur de tout ça un élément politique de l'inflation aussi. Parce que lorsque les gens anticipent certaines instabilités dans l'économie, certaines instabilités politiques, les gens ont tendance à convertir le paper money, la monnaie fiduciaire, en biens qui peuvent mieux préserver la valeur. Solide, oui. Qui peuvent mieux préserver la valeur. Et maintenant, lorsqu'il y a cette poussée vers cette transformation, donc il y a une augmentation faramineuse des prix. Ouais. Donc, et ceci n'a rien à voir avec l'économie, c'est simplement une perception, c'est l'anticipation qui cause l'augmentation déraisonnable des prix. Bon. En Haïti, par exemple, on le vit là aujourd'hui. Donc, il y a des prix, il y a une augmentation sournoise, plutôt sournoise des prix. Ce que les gens font, au lieu d'augmenter les prix, les gens diminuent la quantité qu'ils veulent. Oui, on voit ça sur la taille des pains en particulier. Absolument. Qui commence à devenir de plus en plus rachitique. Absolument. Donc vraiment, il faut faire la distinction entre la politique, l'influence de la politique et l'influence de l'économie. Pour terminer, William, à quand est-ce qu'on peut dès à présent mesurer le temps qui nous sépare du moment où les bitcoins, parce que j'ai appris qu'il n'y avait pas que les bitcoins, il y avait des Dogecoin, il y avait différents. Les Chinois ont leur Bitcoin qui a une valeur différente, etc. Sur leur territoire. À quel moment est-ce qu'on va arriver à une uniformisation du marché mondial et où finalement le Bitcoin sera accepté comme le sont les dollars ou les euros ou les yens? Et est-ce que nous en sommes à une prémisse de disparition des monnaies nationales? Est-ce qu'un jour, le Bitcoin remplacera le dollar dans les transactions internationales et que partout dans le monde, on ne fera de transactions qu'en Bitcoin? Non, ça va faire partie simplement d'une des options que vous aurez. Ça ne peut pas disparaître. C'est comme la monnaie fiduciaire a pris beaucoup de temps pour sortir de 1700 avec John Law en France pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et avec toutes les transactions et les transformations qui ont eu lieu. Parce que maintenant, aujourd'hui, on peut avoir un cashless society, une société sans cash, où toutes les transactions se font à partir de l'aide de crédit, des cartes de crédit, etc. Donc, et ça ne veut pas dire que la monnaie fiduciaire elle-même a disparu. C'est ça. Donc, c'est ça. Et maintenant, le grand hic de tout ça, c'est la question vraiment sur laquelle on devrait se concentrer, qu'on devrait peut-être évaluer, c'est est-ce qu'il y a un moment clé où toutes les banques centrales du monde aient pu mettre en place les réglementations pour régler les transactions. Le marché des bitcoins, enfin le marché des crypto-monnaies plutôt. Et là maintenant, chaque pays va avoir son calendrier. Et maintenant, les pays qui sont les plus influents vont vraiment influencer la direction du marché et le temps qu'il faudra pour l'adoption universelle. Alors là, maintenant, je vais m'adresser plutôt au fondateur du Haitian Stock Exchange.
A-t-on encore intérêt aujourd'hui à investir dans les bitcoins? Pas dans les bitcoins. Hein? Parce que j'ai eu à dire une fois que je ne recommanderais pas les bitcoins tant qu'il n'y aurait pas de réglementation que ça évolue à l'intérieur d'un système de réglementation. Mais dans le même temps, ça ne cesse pas d'augmenter. Oui, mais il y a par exemple le Mastercard, il y a Visa, il y a Coinbase, il y a PayPal, il y a d'autres instituts, il y a Nvidia, il y a des entreprises qui sont engagées dans la manufacture de ce qu'il faut pour faire fonctionner la crypto-monnaie. Hein? Donc, il vaut mieux attendre que les choses soient réglementées. Oui, mais en attendant, si on veut en bénéficier, on choisit les titres qui sont dans le voisinage des bitcoins. Parce qu'il maintenant, il y a quelque chose de très important, c'est le data mining, où il te faut une capacité énorme de storage pour les data. Okay? Donc, pour les données, oui. Pour les données. Donc, il y a plein de choses dans les voisinages des bitcoins qui sont très attrayants. Non, parce que là, on a évoqué ensemble le cas du pays, du Salvador, qui avait investi dans des bitcoins et qui ont fait tellement de profits qu'ils sont là. Le président du Salvador vient de décider de prendre un pourcentage, je ne me rappelle plus si c'est 20% ou 30% des profits qu'ils ont fait avec les bitcoins pour construire 20 écoles et un hôpital. De dernier cri. Dernier cri, absolument. Maintenant, il y a ce que je dirais, c'est que nous sommes au crépuscule. C'est ça, oui. De transformation au niveau mondial, au niveau de la monnaie, au niveau de l'énergie, au niveau de plein de choses. Enfin, c'est plutôt à l'aube qu'au crépuscule. À l'aube, merci de la correction. Ouais. Donc, à l'aube de quelque chose de fantastique qui arrive. Mais pour s'accaparer de tout ça, il faut avoir confiance dans le futur. Et si on doute de tout ce qu'on vous dit, non, il faut pouvoir, il faut y croire. Il faut y croire que demain sera meilleur, que le soleil va se lever demain. Et il faut aussi croire à la capacité des grands financiers de ce monde de mettre de l'ordre dans la maison. Et aussi des gens qui sont impliqués dans la technologie. Bien sûr. Ouais, donc c'est vraiment, il faut y croire, sinon on ne s'en sort pas. Parce que, en fait, c'est pas qu'on ne s'en sort pas. La technologie va vous laisser en arrière parce que la technologie va progresser sans vous. Oui, ça. Donc, la question, c'est de positionner pour que la technologie ne progresse pas sans vous. Voilà. Eh bien, merci William, merci encore une fois. J'espère que cette notion de crypto-monnaie et de bitcoin commence un peu à prendre forme pour vous, comme c'est le cas pour moi, mais vraiment à une toute petite échelle. Mon esprit est trop vieux pour embrasser ces technologies modernes, sans doute. Merci William, bonne fin de journée et à bientôt. Merci Serge. N'oubliez pas que nous passons à l'heure d'hiver ce week-end. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra reculer vos pendules de 60 minutes. Nous pourrons donc dormir 1 heure de plus. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Soyez prudents, économisez le peu de carburant qu'il reste et passez malgré tout un excellent week-end. À la prochaine, même heure, même chaîne.